Salut tout le monde, c'est Ginji, on se retrouve pour le Ginji Layer, ma rubrique sur le jeu de rôle, et on va parler de background et de mise en relation entre le background et son exploitation par le maître de jeu. Donc c'est une vidéo réponse à la vidéo de Melting Pot de Bad Bull qui est sortie récemment, et cette question est motivée par une vidéo récente qu'a fait la chaîne How to Be a Great Game Master, concernant les erreurs critiques qu'on pourrait faire sur la mise en relation entre le maître de jeu et les backgrounds, les historiques, comme disent certaines personnes, des personnages. Bon, je vais rentrer dans le vif du sujet assez vite. Si tu n'as pas l'autorisation de rentrer ou d'utiliser le background d'un personnage par le joueur en question, le joueur concerné, tu n'as rien à y faire. Alors, il faut expliquer le contexte de cette réflexion. À une époque, dans les années 80, 90 et peut-être, si tu veux, légèrement avant, de toute façon c'est début 80, ça a vraiment commencé à avoir une expansion, les maîtres de jeu n'étaient pas forcément à la fois maîtres de jeu et joueurs, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas spécialement être un maître de jeu à une table et un joueur à un autre. Le jeu de rôle était une activité où les gens pouvaient y perdre beaucoup de temps, mais pour autant, il y avait peu de livres de disponibles. Mais on est arrivé de nos jours avec une ère de l'information où un livre de maître de jeu et des livres de jeux de rôle, on peut en trouver par terre. Et en plus de ça, il y a le fait que on peut trouver des livres pour pas cher en prenant le livre en version numérique ou en attendant d'éventuels soldes qui arrivent de temps en temps dans les boutiques. À partir de ces points-là, on va remonter, pas cette fois-ci du niveau général du jeu de rôle, mais on va retourner à l'échelle de la France. La France a eu pas mal de problèmes au niveau du jeu de rôle dans les années 90 à cause des documentaires de Mireille Dumas visant à diaboliser le jeu de rôle. Alors, qu'on se le dise très clairement, c'est quelque chose de très français en fait, même si des gens diront que c'est très centré, c'est tous les pays du monde qui fonctionnent comme ça, mais dès que quelque chose plaît à la nouvelle génération et que ça devient trop populaire, les gens essaient de le diaboliser. La France, c'est vraiment des trucs qui sont très portés sur ça. Je rappelle qu'il existait par exemple des comics en France à une époque. J'avais vu le reportage récemment sur Arte. Il est disponible sur le net, puisque Arte le poste sur sa chaîne. Donc allez faire un tour là-dessus. Et vous vous rendez compte que le truc de oui, ça corrompt la jeunesse, c'est un argument qui existe depuis très longtemps en France. Puis ensuite, dans les années 2000, le jeu de rôle n'a pas trop fait parler de lui. Il y a des gens qui connaissaient le jeu de rôle, mais c'était les deux grands noms du jeu de rôle, et au détour de certaines associations ou encore au détour de certains magasins spécialisés dans les jeux ludiques, tu pouvais trouver du jeu de rôle. Ensuite, avec l'arrivée de l'Internet, il y a de nouvelles théories qui sont arrivées, des choses qui remettent en cause, ou plutôt remettent en forme, les définitions de qu'est-ce que le jeu de rôle, ou du moins le tente, en essayant de dire oui, mais est-ce qu'on a besoin de MJ? Est-ce que la structure du jeu de rôle telle qu'il est présenté en général, tout ça, et de nombreuses théories des gens qu'on appelle The Forge, en fait le site. Je crois que c'est un site ou un forum. Voilà. Et ensuite, ça a redéfini la façon de voir le jeu de rôle et comment les joueurs pourraient percevoir le jeu de rôle. Avant, il y avait une personne qui avait un livre de jeu de rôle et t'étais pas trop emmerdé. Maintenant, on était rentré dans une ère où les choses étaient beaucoup plus accessibles et aussi, il y avait aussi ce rapport où finalement, le coup du oui, mais le MJ a toujours raison, si le MJ a trop reporté, voilà la première règle, est devenu caduque. Parce que quand tu as le livre dans les mains et que tu te rends compte que les gens traitaient n'importe comment les règles, et puis ensuite tu te dis oui, mais moi j'ai appris à jouer comme ça, et en fait tu te rends compte que c'est des incompréhensions des règles qui ont fini par dire oui, mais en fait des gens pouvaient se rattraper en disant avec une excuse de merde, disant oui, mais c'est des règles maison, mais non, c'était des fois des incompréhensions. Et maintenant, la façon dont tu comprends un jeu de rôle est dissociée de comment tu décides de le faire jouer. Avant, tu ne pouvais pas faire la distinction.
Le joueur maintenant est plus lucide sur ce qu'il est en train de consommer en tant que jeu de rôle. Et ça, c'est une très bonne chose. Pourquoi je parle de tous ces éléments-là? C'est pas pour faire diversion ou pour faire en sorte que la vidéo soit plus longue. C'est parce que ça va être en prolongement de la réponse que je vais donner. Le petit problème, c'est que les gens qui voient le jeu de rôle et qui, de How to Be a Great Game Master, la manière dont il a exposé justement ses erreurs critiques, je suis la plupart du temps d'accord avec lui, mais quand je suis pas d'accord, c'est parce que en fait, c'est toujours révélateur de quelque chose chez lui en tant que vidéaste, mais aussi chez les anciens maîtres de jeu qui ont de la bouteille, qui jouent depuis déjà très longtemps, même en étant des gens qui prétendent avoir joué au jeu de rôle longtemps ou encore réfléchir autour du jeu de rôle, ils ont une vision archaïque du jeu de rôle. Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont encore dans des mentalités à l'ancienne, une mentalité à l'ancienne qui n'ont plus lieu d'être de nos jours. Voilà. Donc plus trop en accord avec une vision de ce qu'il y a dans le réel. D'autres gens diront qu'ils seront d'accord parce que au détour de certains articles ou de manière de présenter, ils auront vu des choses qui coïncident avec le comportement en question. Mais si tu prends beaucoup de recul, tu te rends compte que ce qu'il a dit concernant les erreurs critiques, concernant l'exploitation du background des joueurs, c'est des choses que tu ne peux plus te permettre de faire. Voilà. Et maintenant, on va parler de qu'est-ce que ça va amener. Alors, le El Famoso, mon personnage ne ferait jamais ça. Ce qu'on peut dissocier, facilement dissocier du oui, mais c'est ce que mon personnage ferait. Donc, il faut bien comprendre que mon personnage ne ferait jamais ça. Ça n'a pas forcément trop de lien avec c'est ce que mon personnage ferait. Ce que mon personnage ferait, c'est vraiment sujet à problème. Et des problèmes qui sont pas du côté maître de jeu, mais du côté joueur. Donc ça pourrait peut-être être un bon sujet de vidéo à l'avenir. Mais on va plutôt se retourner vers mon personnage ne ferait jamais ça. Alors déjà, si maître de jeu tu tombes face à quelqu'un qui te dit ça, mis à part des moments où en fait ça peut faire preuve de mauvaise foi, mais bon, de toute façon qui va être invalidé, si le joueur te dit mon personnage ne ferait jamais ça, c'est que dans la grande, très large majorité des cas, son personnage ne ferait jamais ça. Et on va essayer de voir plus loin que cette simple phrase. Si il te dit ça, déjà, ça voudrait dire qu'il a une idée très claire de son personnage. Et que toi qui insistes, tu ne respectes pas la vision qu'il a de son personnage. Donc, paie ta désinhibition de la partie, mais aussi la potentielle chance, parce qu'il y a des gens comme ça, je ne vais émettre aucun jugement sur ces gens-là, parce que vraiment j'ai du mal à comprendre, enfin pas que j'ai du mal à comprendre, mais j'ai du mal à évaluer, de savoir si quitter une table, parce que tu vois qu'il y a les joueurs, enfin le MJ ne respecte pas l'idée que tu as de ton personnage, est-ce que s'attacher à ce personnage-là que tu es en train de faire, c'est une bonne chose ou pas? Il y a des récits qui m'ont montré que oui, c'est une bonne chose que les gens décident de quitter une table parce que le MJ ne respecte pas l'idée qu'il a de son personnage, et que finalement ce n'est pas une vision fantasmée de son personnage qui lui plaisait, mais vraiment de jouer le personnage vraiment tel qu'il l'avait pensé. Voilà. S'il a une idée de son personnage, c'est déjà une bonne chose, et tu essaies d'empiéter là-dessus. Si tu es arrivé à ce point où on te dit ton personnage, quand tu présentes un exposé de scénario, et que tu présentes un exposé de scénario, un début de scénario, et que en fait tu commences à bricoler des trucs, et puis que tu vois, de 1, le joueur est surpris, de 2, et tu le vois froncer les sourcils, et il dit oui, mais attends, mais pourquoi ça tombe sur moi de 1, et aussi mon personnage ne ferait jamais ça. Ça veut dire que non seulement il connaît exactement ce qu'est son perso, mais en plus de ça, toi tu étais censé le savoir, parce que ce genre de problème n'arrive qu'en campagne. Voilà. Et que ça veut dire que toi,
qui normalement est censé non seulement faire vivre l'univers, mais aussi te rendre compte de l'évolution des joueurs et de leurs personnages, tu n'as pas pu voir que ça faisait partie de son histoire, que ce n'était pas en accord avec la vision du personnage qu'il avait, ou voire même des choses qu'il a montrées qui laisseraient entendre que oui, effectivement, son personnage ne ferait jamais un tel truc que tu vas exposer. Bah non, tu peux pas continuer comme ça. Et de la même façon où tu te dis oui, mais si je me souviens, mais si tu te souviens, c'est encore pire. Parce que ça veut dire que tu passes outre les émotions, les sentiments et aussi le travail de ce que fait le joueur. Ce qui légitimement d'autant plus le fait qu'il puisse se casser. Et aussi la partie la plus importante, il peut prendre les joueurs à témoin. Voilà. À partir de ce moment-là, tu vois qu'il y a un énorme problème à ce niveau-là. Tu ne peux pas faire tout et n'importe quoi et ensuite lâcher ça comme si de rien n'était. Ensuite, il y a aussi euh, un truc qui est important, une véritable question que je vous pose à tous les maîtres de jeu qui me regardent, et même tous les maîtres de jeu en devenir, qui vous a dit que vous ne pouvez pas mettre les joueurs dans votre processus de création. Et si vous faites des scénarios tournés autour d'un personnage, qui vous dit que vous ne pouvez pas le mettre dans la confidence avant de lui poser les bases, avant de venir présenter votre truc. Parce que oui, je suis au point où je dis votre truc, oui, voilà. Parce que pour moi, c'est une erreur critique de faire ça de nos jours, de ne pas demander conseil enfin, de ne pas demander l'autorisation aux joueurs. Et c'est pas compliqué, hein. Vous avez juste à dire, écoute, il y a des éléments de ton background ou ton background, je voudrais l'utiliser, ou je veux que tu sois au cœur d'un scénario. Tu lui expliques le scénario, vous voyez ensemble de qu'est-ce qui est plus en accord ou pas, vous concevez les choses ensemble. Voilà. Vous pouvez pas juste essayer de dire oui, en fait, je vais créer une histoire, mais elle est tellement géniale. Et puis en fait, vous voulez mettre n'importe qui dans n'importe quel personnage dans votre histoire, sans prendre cas de ce que le joueur allait en penser. Et du coup, bah, vous dites non, mais c'est naturel, ça va, oui. J'avais déjà traité de ça dans par rapport à un article qui s'appelle les 11 conseils pour être meilleur joueur. Et en fait, en gros, ce que dit la personne qui a fait l'article, c'est en gros, tu n'as pas le droit de dire mon personnage ne ferait jamais ça parce que c'est un non à l'histoire. Sauf que dans l'histoire, dans la réflexion d'attardé de cette personne, elle n'a pas pris en compte ce que pense le joueur ou les joueurs. Et du coup, de toutes les façons, tout l'article est pro-MJ. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'il y a deux parties, le joueur et le MJ, et que le joueur doit être en accord, toujours en accord avec ce que fait le MJ. Alors que non. Le processus de créatif, ça prend tout le monde en compte. Voilà. Et je sais aussi que il y a de nombreuses tablées de personnes que je connais, où en fait, pour vous donner une métaphore, c'est quelqu'un qui c'est juste des MJ qui pensent que ce sont des en gros c'est des façons d'être des réalisateurs sans faire de films, sans avoir les moyens, d'être des scénaristes sans vraiment avoir de quoi présenter les scénarios, imposer aux joueurs des choses en fait pour donner une métaphore, c'est tout simplement c'est comme s'ils proposaient aux gens de faire des montagnes russes, sauf que c'est dans l'obscurité la plus totale et que on te dit que la forme de la montagne russe va changer de forme en fonction des actions des joueurs et des leviers qu'ils vont activer. Sauf qu'en fait, de l'autre côté, en surplomb, tu vois le maître de jeu qui, avec des lunettes infrarouges, des lunettes vision nocturne, en train de les regarder, en train de bouger, et évidemment, rien ne bouge dans les montagnes russes parce qu'il a déjà tout décidé à l'avance. Voilà. Et j'ai donné des gros tacles, hein. Parce que ça, c'est un truc qui est insupportable. Parce que ça fait partie, comment dire ça, l'alchimie entre le maître de jeu, les joueurs et aussi l'univers, les règles et ces nombreux éléments qui vont contribuer à la partie. C'est ça qui fait le grand aspect, la grandeur du jeu de rôle. Et toi, tu viens empiéter là-dessus. Voilà.
rien ne t'empêche de venir parler aux joueurs et de leur expliquer qu'est-ce que tu vas faire, quel élément tu voudrais voir dans le scénario, poser des questions aussi sur le background, quitte à, par exemple, le pousser à l'étoffer un peu, et ensuite expliquer est-ce que tu peux mettre le personnage en avant ou pas. Voilà, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et ensuite, j'ai vu cet argument-là, mais c'était il y a 3 ans, par rapport à des interrogations. Quelqu'un disait, ouais, mais et si les joueurs, par rapport à ce que tu as donné, ont des indices de comment le scénario va se dérouler? Est-ce que finalement, est-ce qu'on finalement, on n'échoue pas en présentant, en fait, en présentant déjà certains éléments aux joueurs concernés? Le moment où tu échoues vraiment, c'est le moment où tu n'arrives même pas à savoir qu'est-ce que son personnage ferait ou pas. On s'entend bien. Donc non, tu peux très bien présenter les éléments et en plus de ça, il y a ce rapport où j'ai toujours pensé qu'il y avait un rapport entre le catch et le JDR dans la mesure où par exemple il y a l'acteur et la gimmick, voilà, du catcheur, le joueur et son personnage, les gens qui font les scénarios et le maître de jeu, et évidemment les angles et les rivalités, et de l'autre côté les arcs narratifs, les scénarios. Pourquoi je parle de cette espèce de convergence entre ces deux activités? C'est parce que je me suis rendu compte, grâce au catch, que tu peux prendre le joueur mettre le joueur dans le processus de création en essayant de créer quelque chose ensemble et que de toutes les façons, et c'est là où justement ça va se dissocier du catch, le rouage que va être le système de jeu, le système de résolution et aussi le contexte du scénario qui va peut-être changer l'univers, puisque même si tu fais un univers aussi vaste qu'il soit, quand tu fais un scénario qui est centré sur quelqu'un, tu auras, comment dire ça, le scénario aura sa propre identité de manière extérieure. Donc du coup, je pense qu'à partir de ces simples éléments-là, si tu les bricoles bien, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc ma conclusion, en quelques mots, c'est que je pense qu'on doit arriver, je pense que certaines personnes doivent arriver au point où ils devraient comprendre que le joueur aussi a sa part de travail. Les maîtres de jeu ont souvent tendance à dire oui, mais les joueurs, mon but n'est pas seulement de vous divertir, il faut que vous me divertissiez aussi et que les choses soient intéressantes pour moi. Oui, mais pour le faire, faut en parler. Faut pas partir bille en tête avec une certaine idée ou une certaine façon de faire. Si tu sais par exemple que tes joueurs te diront, et il faut poser la question quand même, que oui, ils te font confiance, à chaque fois, faut renouveler la question. Faut pas rester sur des acquis. Ce genre de problème et de quiproquo se base sur un acquis qui finalement s'avère faux. Cette vision à l'ancienne que oui, tu peux faire ce que tu veux, elle n'a plus lieu d'être. Et ce qui dit ça, c'est pas moi, c'est l'évolution du processus de création. Il faut aussi l'avouer, la conscience que les autres joueurs aussi se rendent compte de ça, parce qu'ils peuvent tout simplement être frustrés, mais faire avec parce que les choses sont comme ça. Et puis en fait, il suffit juste qu'ils entendent parler d'une autre tablée ou même de quelqu'un d'autre et puis lui dire ouais, mais je voudrais te parler d'un truc dans le jeu de rôle. Et bim, tu passes pour un con. Voilà. Après, ça dépend de qu'est-ce que tu vois dans ton image. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le contrat social prend déjà aussi au fait que normalement le divertissement doit se créer des deux côtés avec leurs propres outils qui sont les siens et que le background est l'outil du joueur et pas le prétexte du maître de jeu. Voilà, je pense qu'on va se laisser avec cette conclusion et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Donc le fameux conseil que j'avais vu dans les 11 conseils pour être un meilleur joueur qui parlait de ça, je le mettrai en description. La vidéo aussi de How to be Great Game Master aussi. Et évidemment, la vidéo de Pat Boo sera présente dans toutes les vidéos, en lien dans la description dans toutes les vidéos que je vais faire pour répondre à ces questions.
Je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.